Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque murmure cache un secret. Ce soir, Miss Marple se dévoile. La veuve qui revenait à minuit, un conte de chagrin, de tromperie et de l'heure où la vérité rentre seule à la maison. Versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. C'était une claire soirée d'automne lorsque l'horloge de l'église St. Mary Mead sonna minuit, son écho résonnant dans les chaumières silencieuses, comme un souvenir qui refuse de s'effacer. Une légère brume s'était accumulée sur les toits de chaume, transformant la lumière des lampadaires en halo tremblant. À cette heure, une seule silhouette s'éveilla dans le chemin, une veuve, vêtue de noir et lente, revenant de nulle part. Sa main gantée tenait un œillet blanc, dont la tige se fanait. Madame Bartlett, la gouvernante du vicaire, la vit la première à travers le rideau de dentelle. Elle jurerait plus tard que la silhouette s'arrêta devant le monument aux morts, resta parfaitement immobile pendant près d'une minute, puis disparut dans Church Row, le chemin qui menait, curieusement, à la maison qu'elle avait quittée 10 ans auparavant. Au matin, tout le village était au courant. À la table du petit déjeuner de Madame Price Ridley, les spéculations bouillonnaient comme du porridge. De retour d'entre les morts, à mon avis, dit-elle avec délectation, en ajoutant du sucre à son thé, bien qu'elle n'en ait jamais consommé. Son mari n'est-il pas mort l'année suivant son départ? Dans des circonstances quelque peu confuses, Madame Bantry hocha la tête solennellement. D'une insuffisance cardiaque, disait-on. Mais le médecin était pâle lorsqu'il signa le certificat. Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, ne fait aucun commentaire. Elle raccommode une paire de bas bleu pâle, l'air pensif. Dehors, les cloches de l'église sonnaient pour la messe des moissons, claire et inoffensive, mais l'atmosphère du village avait changé. Même le chant des oiseaux semblait incertain. Dans l'après-midi, le sergent Cray, de la police de Melchester, arriva dans son uniforme rigide, les bottes luisantes d'autorité. Il écouta des récits qui s'enrichissaient à chaque fois, racontant comment les yeux de la veuve brillaient comme le clair de lune, comment ses pas étaient silencieux, comment sa main effleurait le mémorial comme pour réclamer quelque chose d'inachevé. Le sergent sourit poliment, mais prit néanmoins des notes. C'est Miss Marple qui pensa visiter elle-même le monument aux morts, après le thé. Elle portait son chapeau de jardin et un petit panier de boutures pour la bordure du curé, afin que personne ne puisse l'accuser de curiosité. L'air sentait les feuilles humides et le cirage du cuivre. Elle se pencha vers le socle en pierre, les yeux plissés. Là, légèrement enfoncé dans la mousse, se trouvait la faible empreinte d'une chaussure, un talon fin, moderne et totalement inadapté aux errances fantomatiques. Le lendemain matin, un nouveau désordre survient. Madame Bartlett, en balayant le porche de l'église, découvrit derrière le tronc des quêtes un sac à main en cuir noir, finement cousu, avec des initiales gravées légèrement sur la doublure. À l'intérieur se trouvait un billet de train de Paddington à St. Mary Mead, daté de la veille, et un reçu froissé d'un fleuriste pour un œillet blanc. La nouvelle se répandit rapidement. À l'heure du déjeuner, la moitié du village avait reconstitué une histoire d'amour, un retour secret, un message de contrition, peut-être même un rendez-vous amoureux, interrompu par la conscience ou la mort. L'autre moitié préférait un scandale. Miss Marple ne dit rien, mais elle remarque de petits détails. Le sermon du pasteur ce dimanche-là portait sur la repentance l'assistant épicier, fraîchement embauché, rougi lorsqu'on l'interrogea sur les trains, et le chat du pasteur, d'ordinaire timide, rôdait près du cimetière comme s'il attendait quelqu'un. Tard dans la soirée, une voiture s'arrêta devant l'ancien presbytère. Le cocher, nerveux, porta un message aux gendarmes. Le corps d'une femme avait été retrouvé près de la ruelle, près du monument aux morts effondrés, le visage tourné vers l'église, la main toujours serrée sur un œillet fané. Depuis son salon, Miss Marple entendit des pas précipités
et la sonnerie lointaine de la cloche. Elle plia son tricot, le mit soigneusement de côté et se leva avec un calme serein. Il y avait toujours, songea-t-elle, un certain rythme dans la tragédie humaine, prévisible comme le rythme des saisons. Ce qui comptait n'était pas l'événement en lui-même, mais la raison pour laquelle les gens mentent à son sujet. Dehors, la brume s'épaississait comme un souffle sur une vitre. La brume ne s'était pas encore dissipée lorsque Miss Marple s'engagea discrètement dans l'allée, son châle tiré vers le bas, l'air calme mais alerte. Le monde était pâle sous la lumière matinale, les haies luisaient encore de rosée. Près du monument aux morts, un agent de police se tenait, mal à l'aise, près du corps, son souffle embrumé par l'air froid. Le visage de la femme était détourné, les cheveux dénoués et humides, l'œillet pressé contre sa paume gantée, comme un signe de refus plutôt que d'amour. Le sergent Cray arrive peu après, l'air moins sûr de lui que la veille. Il fit un signe de tête à Miss Marple par habitude, après tout. Elle était le genre de personne dont la présence lors de tout incident villageois semblait inévitable, comme si la paroisse elle-même exigeait son témoignage. Il se pencha sur le formulaire, son crayon tremblant légèrement. Le docteur Haley dit qu'elle est partie depuis quelques heures, tout au plus, murmura-t-il. Pas de marque, pas de lutte, juste une chute. Peut-être une insuffisance cardiaque. La répétition de cette phrase exprimait un léger malaise. Miss Marple ne le contredit pas. Son regard suivit une fine traînée de pétales menant vers la haie blanche, écrasée, comme tombée d'une main tremblante. Au-delà de la haie, le chemin serpentait vers la vieille maison Bartlett, l'endroit même que la veuve avait autrefois considéré comme son foyer. Un volet pendait maintenant, battant au vent comme un doigt fatigué. Plus tard ce matin-là, à l'intérieur du presbytère, la bouilloire résonnait joyeusement, contrastant avec l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Madame Bartlett versait du thé au sergent Cray et à mademoiselle Marple, les mains fermes, à force de volonté. « C'est affreux, » murmura-t-elle. « Revenir après toutes ces années pour finir comme ça. » Pauvre âme, elle disait toujours qu'elle reviendrait pour arranger les choses. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Cray leva les yeux. Tu la connaissais donc, avant son départ? Oh, tout le monde connaissait Madame Lillian Briggs. Dit doucement Madame Bartlett, toujours si bien habillée. On disait qu'elle apportait avec elle une touche de Londres. Mais après la mort de son mari, eh bien, les gens ont parlé. Vous savez comment ils font. Son regard se posa sur Miss Marple, qui se contenta de remuer son thé avec un léger tintement de cuillère. On disait qu'elle n'était pas entièrement seule dans son chagrin. Miss Marple regarda le sucrier. « On déteste souvent ce qu'on envie, » murmura-t-elle, « et on ne pardonne que ce qui nous arrange. » Cray fronça les sourcils, incertain s'il s'agissait d'un accord ou d'une réprimande. Il faudra confirmer son identité. Le sac à main nous donne un nom, mais je demanderai à la garde de vérifier si elle a des proches en vie. Il se leva d'un pas raide, ajustant son carnet. Étrange, même si elle n'avait pas de billet de retour. Elle n'avait pas l'intention de repartir. Lorsqu'il est parti, Madame Bartlett soupira, en essuyant un coin de la table déjà impeccable. Étrange femme, de retour à minuit, on aurait dit qu'elle voulait être vue. Miss Marple sourit faiblement. Oui, parfois, le coupable souhaite l'absolution, et parfois, l'innocent souhaite prouver qu'il existe encore. La journée se déroula avec ce mélange inquiétant de routine et de murmures qui marque toutes les tragédies villageoises. À la poste, Madame Price Ridley déclare avoir toujours soupçonné Madame Briggs de duplicité. Chez l'épicier, Monsieur Hargreaves parla sombrement de vieilles dettes impayées. La nouvelle vendeuse, une jeune fille pâle et anxieuse nommée Nancy, laissa tomber un pot entier de bonbons à l'orge lorsque mademoiselle Marple mentionna le train de Londres.
Elle s'excusa abondamment, mais le tremblement de ses mains persista longtemps après que le verre eût été emporté. Dans l'après-midi, Miss Marple rend visite au docteur Hale. Son cabinet sentait le phénix et les chrysanthèmes fanés. « Cause naturelle », dit-il d'un ton sec, bien que sa voix soit chargée d'hésitation. Son cœur, sans doute. Il y avait une vieille cicatrice sur son poignet, rien d'alarmant, mais curieuse. Comme si elle avait été brûlée il y a des années. On fait des choses étranges dans la jeunesse. Miss Marple le considérait avec bienveillance, et pourtant nous les oublions si rarement. Alors qu'elle rentrait chez elle, les cloches de l'église se remirent à sonner, cette fois pour l'office de midi. Le son était clair et mesuré, mais à son oreille, il semblait étrangement creux, comme si le village lui-même retenait son souffle. Passant de nouveau devant le monument aux morts, elle remarqua un morceau de papier coincé dans la haie, déchiré, mais portant un bout de ligne d'une écriture élégante. « Pardonnez-moi, mais il fallait que je voie. » Le reste avait disparu, emporté par l'humidité. Elle le plia soigneusement dans sa poche. Il n'y avait ni nom, ni adresse. Juste cette demi-phrase, hésitant entre remords et explication. C'était peut-être un mot adressé à quelqu'un du village ou à elle-même. Au crépuscule, les rumeurs s'étaient envenimées. Quelqu'un avait aperçu un homme attendant près du pont cette nuit-là. Un autre jurait qu'une voiture s'était dirigée vers le passage à niveau vers 1h du matin. Chaque récit ajoutait une ombre nouvelle au tableau, et chaque villageois semblait curieusement fier de sa contribution. Dans son salon, Miss Marple posa une bougie près de son tricot et regarda la flamme frémissante dans le courant d'air. L'œillet, le train, l'absence de bagages formaient un motif encore flou, mais indéniablement délibéré. On se déplaçait rarement sans raison, même secrète, surtout à cette époque. La flamme trembla de nouveau lorsqu'une voiture passa devant. Celle-là même, peut-être, qui avait ramené le corps. Miss Marple leva les yeux vers la fenêtre. Dans le reflet, son visage était calme, mais ses yeux s'étaient rétrécis, comme s'ils étaient plongés dans la douce lumière des pensées. Quelque chose, sentait-elle, commençait à bouger sous la surface de toute cette décence, quelque chose qui avait attendu 10 ans pour que le courage revienne. La bougie baissa de plus en plus tandis que les roues de la voiture s'éteignaient, laissant la maison de Miss Marple plongée dans ce calme étrange qui règne lorsque le village dort, mais pas sa conscience. Elle posa son tricot, se leva avec précaution et alla tirer les rideaux. Dehors, un léger mouvement attira son attention. Quelqu'un s'attardait près du portail de la vieille maison Bartlett, à moitié dissimulé par le brouillard qui s'accrochait aux haies comme un souvenir. Une silhouette haute, masculine, attendant avec patience de l'habitude plutôt que de la culpabilité. Lorsque Miss Marple ouvrit la fenêtre pour écouter, seul le vent répondit, porteur d'une odeur de fumée de bois humides. La silhouette avait disparu. Le matin arriva, le soleil hésitant, et on frappa à sa porte. C'était l'agent Dimmock, chapeau à la main, l'air plutôt désolé. Le sergent Cray se demandait si vous accepteriez d'assister à l'enquête, mademoiselle Marple. En tant que témoin, en quelque sorte. Elle sourit doucement. On n'aime pas s'imposer, mais il ne faut pas se dérober à son devoir civique. Agent, j'y serai. L'enquête se tint dans la salle paroissiale, lieu habituel des parties de whist et des soupers de récolte. L'air était désormais imprégné d'une odeur de vernis et de malaise. Le coroner, un homme soigné aux lunettes qui agrandissaient son regard jusqu'à un froncement de sourcils perpétuel, présidait avec une courtoisie irréprochable. Les rares faits disponibles furent répétés avec la précision d'un rituel, un retour en train, une promenade dans le village, un décès sans séquelles ni lutte. La voix du docteur Haley était professionnelle, même si ses doigts tapotent la table en parlant. Insuffisance cardiaque.
répéta-t-il, mais ses mots manquaient de conviction. Lorsqu'on lui demanda si quelqu'un avait vu la défunte vivante pour la dernière fois, Madame Bartlett hésita, jetant un coup d'œil vers les bancs où Miss Marple était assise discrètement. « Seulement sa silhouette, monsieur. Je l'ai aperçue près du monument aux morts vers minuit. Elle semblait déterminée. Ce silence attira l'attention. « Déterminée », répéta le coroner. « Oui, » dit-elle doucement, comme si elle avait un rendez-vous à honorer. Un murmure parcourt le hall. Au deuxième rang, Madame Price Ridley se pencha vers Madame Bantry et murmura quelque chose à propos de vieux péchés et de visiteurs nocturnes. Miss Marple comprit le mouvement, mais pas les mots inutiles. Le rythme des ragots était plus révélateur que leur contenu. Lorsque le verdict de mort accidentelle fut enfin prononcé, les villageois se dispersèrent avec une satisfaction contenue. La mort, comme le temps, était plus supportable lorsqu'elle obéissait à une explication. Dehors, l'air automnal portait le faible tintement de l'horloge de l'église. Le sergent Cray s'approcha de Miss Marple avec un regard mêlant soulagement et fatigue. « Voilà, pas de quoi faire des histoires dans les journaux. » Miss Marple ajusta ses gants. « Rien à leur faire comprendre, peut-être. Mais l'agitation, sergent, a son utilité. Elle perturbe le confort. » Il lui lança un regard perplexe avant de toucher son chapeau et de se diriger vers la gare. À l'orée du jardin, Nancy, la jeune vendeuse de l'épicier, attendait en nouant le cordon de son tablier. « Mademoiselle Marple, puis-je vous parler un instant ?» Sa voix oscillait entre peur et nécessité. Elles étaient assises sur le muret près de la boîte aux lettres, où le lierre avait commencé à pousser sur la pierre. Les yeux de Nancy étaient rouges. Je ne savais pas qui elle était, jusqu'à ce matin. Je l'avais servie hier lorsqu'elle est entrée et a demandé du lait, rien que du lait. Mais elle m'a regardé comme si elle me connaissait. Elle a dégluti. Ma mère travaillait pour sa famille, il y a des années, avant ma naissance. Miss Marple écoutait avec son calme habituel. « Et tu crois qu'elle a reconnu quelque chose ou quelqu'un en toi ?» La jeune fille hocha la tête. Elle dit « Tu as ses yeux. Je ne comprends pas. » Une larme coula sur sa joue, rapidement essuyée. Elle partit avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, avant d'aller à l'église. Miss Marple posa doucement la main sur la sienne. « Le passé a toujours ses factures à payer, ma chère. Souvent bien après qu'on ait oublié la dette. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple visita la vieille maison des Bartlett. Le portail grinça avec une plainte réticente et le chemin était jonché de pommes tombées. Les fenêtres, bien que voilées de poussière, reflétaient le moindre mouvement à l'intérieur, comme si la maison elle-même s'en souvenait. Un voisin, M. Withers, d'en face, taillait sa haie et la salua avec la courtoisie empressée d'un homme qui préférait l'information à la compagnie. « Une affaire tragique », dit-il en s'appuyant sur ses ciseaux. Étrange aussi. Cette maison était louée le mois dernier pour une courte durée. Un londonien, un écrivain, je crois. Il allait et venait à des heures indues. Restait seul. Miss Marple le remercia, son regard s'attardant sur la fenêtre du haut, dont le rideau était pendu de travers. « Un écrivain, dites-vous. Ils ont le don d'écouter les histoires que d'autres préfèrent ne pas raconter. » M. Withers ricana, hésitant entre approuver ou mettre en garde. Ce soir-là, dans sa chaumière, elle déposa le bout de papier. « Pardonnez-moi, mais je devais voir à travers une petite loupe. L'écriture, remarqua-t-elle, était inclinée vers le bas, les traits tremblants mais disciplinés. Non pas du désespoir donc, mais de la détermination. C'était, songea-t-elle, une main habituée depuis longtemps aux excuses. Dehors, les premières gelées d'automne commençaient à colorer le portail du jardin. Les lumières du village vacillaient une à une, petits phares de respectabilité.
Pourtant, sous leur lueur, Miss Marple percevait la douce pulsation d'un sentiment d'inachevé. Une promesse peut-être, ou une culpabilité trop longtemps entretenue. Elle se laissa aller dans son fauteuil, le regard doux mais attentif. Les gens revenaient souvent non pas pour expier leurs erreurs, pensait-elle, mais pour s'assurer que leur secret reste enfoui. Quelque part au-delà du presbytère, un volet claqua une fois, brusquement, comme s'il répétait un nom non prononcé. Le bruit du volet se fondit dans le silence, laissant Miss Marple contempler le jardin faiblement éclairé, comme si la nuit elle-même avait parlé. Un instant plus tard, un bruit plus doux de pas craquant faiblement sur le givre retentit. Elle baissa la lampe et regarda à travers le rideau. Le sergent Cray, son souffle perçant dans l'air frais, remontait le sentier. Il hésita devant son portail, chapeau à la main, comme s'il se demandait s'il apportait des nouvelles ou du trouble. « Pardonnez-leur, mademoiselle Marple, » dit-il lorsqu'elle ouvrit la porte. « Je ne vous dérange pas, mais il y a quelque chose d'étrange. » Son regard se porta nerveusement vers l'obscurité derrière la haie. La gare de Melchester venait de télégraphier. Madame Briggs, la veuve, avait retiré une somme considérable avant de prendre le train. 200 livres, en billets. Aucun sur elle. Il se frotta le cou. Peut-être un vol, mais il n'y a eu aucune trace de lutte. Miss Marple le fit entrer, la chaleur de son petit salon enveloppant l'instant comme un réconfort autour du doute. On meurt rarement proprement, sergent. Leurs biens sont aussi imprévisibles que leurs motivations. Elle lui servit du thé et attendit que la vapeur cesse de trembler. « Dites-moi, l'argent était-il destiné à quelqu'un? Ou à quelque chose ?» Cray avait l'air penaud. « On n'en sait rien, mais son clerc de notaire dit qu'elle a écrit pour demander un réexamen du testament de son défunt mari. Certaines questions de propriété, comme un cottage promis, n'ont jamais été transférées. Il semble qu'elle ait voulu se racheter. » Miss Marple versa un morceau de sucre dans sa tasse, même si elle en prenait rarement. Une restitution avant le départ. Comme c'est humain. Elle regarda le thé tourbillonner, sa couleur s'intensifiait. Et pourtant, on se demande si cette promesse lui était due ou si elle l'avait faite. Cray fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle devait de l'argent à quelqu'un d'autre ?» Elle sourit faiblement. « Il faut considérer les deux côtés d'une dette, sergent, surtout quand le créancier reste silencieux. » Il partit peu après, promettant de revenir dès l'arrivée de l'inspecteur de Melchester. Lorsque la porte se referma, Miss Marple resta assise un moment, sans bouger. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres comme des pensées fugaces contre le mur. Son esprit, ordonné comme un jardin bien entretenu, commença à organiser ses fragments, l'œillet, le billet, l'argent manquant et la fille aux mains tremblantes. Le lendemain matin, le givre était épais comme du sucre glace sur les toits du village. Miss Marple se rend à l'épicerie sous prétexte d'avoir besoin de raisins de Corinthe. Nancy était de nouveau au comptoir, pâle mais sereine, empilant des boîtes. « Vous êtes en avance, Miss Marple, » dit-elle. Sa tentative de clarté s'essouffla lorsque la vieille dame lui sourit gentiment et répondit « Une vieille habitude. La lumière du matin révèle plus de vérité que les bavardages de l'après-midi. » En payant, Miss Marple remarqua une petite photo à moitié glissée sous la caisse, un visage de femme, délicatement tiré d'un tirage plus grand. Elle ressemblait vaguement à Nancy, les mêmes yeux, quoique plus âgés et adoucis par le chagrin. La jeune fille remarqua son regard et le détourna, troublée. « Seulement ma mère, madame. Rien d'important. » Le ton de Miss Marple reste doux. Oh, mais les mères sont toujours importantes, même quand on ne sait pas vraiment pourquoi. Dehors, l'air sentait légèrement la fumée de charbon et la pierre humide. Elle traversa la verdure en direction de l'église, où le vicaire remplaçait les fleurs fanées près de l'autel. « Triste affaire, soupirail.
J'ai connu de nombreux retours à St. Mary Mead, mais rarement aussi définitifs. Je ne comprends pas ce qui l'a fait revenir. Miss Marple contempla les vitraux, dont les couleurs étaient ternies par la lumière hivernale. Peut-être une bonté inachevée, révérend. C'est souvent plus fort que la peur. Alors qu'elle se retournait pour partir, quelque chose attira son attention, la boîte à quête près de la porte, fraîchement cirée et vide, à l'exception de quelques pièces. Derrière, une légère éraflure sur le plancher, en forme de bord de caisse traîné plutôt que porté. Son regard se porta vers la balustrade près des fines traînées de boue, sèches et craquelées. Quelqu'un était arrivé ici en toute hâte, portant un poids, cachant peut-être ce que sa conscience ne pouvait supporter de garder. De retour à son chalet, elle trouva un mot glissé sous la porte. L'écriture était petite et posée, sans salutation ni signature. « Rejoignez-moi au crépuscule près du pont. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Le papier sentait légèrement le savon à la lavande. Celui qu'on trouve à l'épicerie. Bon marché, mais facilement reconnaissable. Le crépuscule tomba tôt. Le pont se tenait silencieux au-dessus du ruisseau au cours lent, l'eau reflétant une fine ligne de lumière mourante. Miss Marple attendait, les mains gantées posées sur la rambarde. Au bout de quelques minutes, une silhouette émerge de l'ombre Nancy, sa cape serrée. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. S'il savait, il... La jeune fille s'arrêta, surprise par un bruit derrière eux, un bruissement dans les roseaux, le craquement rapide de pas qui s'éloignaient. Miss Marple tourna brusquement la tête, mais ne vit que de la brume. Nancy lui serra le bras. « Il était là aussi la nuit dernière, » dit-elle d'une voix tremblante. Il l'observait. Je crois qu'il la suivait depuis Londres. « Qui, ma chère ?» La voix de Miss Marple était douce comme une berceuse. L'écrivain qui louait la maison Bartlett. Le silence de Nancy était suffisant. Un instant plus tard, la cloche de l'église sonna 6 heures. La jeune fille recula, effrayée par sa propre confession. « S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai parlé. Je voulais juste qu'elle s'arrête, la main sur la bouche. Je voulais juste savoir pourquoi elle me regardait comme ça. » Le dernier écho de la cloche s'éteignit. Lorsque Miss Marple se retourna pour la rassurer, la jeune fille s'éloignait déjà en hâte, sa cape disparaissant dans le brouillard qui s'épaississait. Miss Marple s'attarda un peu plus longtemps près du pont. Les roseaux ondulaient doucement, ne laissant apparaître que les ondulations de l'eau agitée. Pourtant, le malaise qui s'était emparé du village semblait désormais plus vif, plus délibéré, comme si quelqu'un d'invisible avait décidé que minuit n'avait pas suffi. Quelque part, sous cette surface calme, la culpabilité attendait encore d'être découverte. Le dernier frémissement de la cloche flottait encore dans la brume, tandis que Miss Marple se détournait du pont, son esprit cousant discrètement le malaise du soir, dans la tapisserie déjà en train de se former. L'air était plus froid, assez vif pour transpercer son châle. De l'autre côté du pré parvient le faible tintement d'une sonnette de vélo, un son étrangement joyeux au milieu de ce silence. C'était M. Withers, pédalant vers le village, son écharpe traînant derrière lui comme un ruban pâle. Il leva la main pour la saluer, mais ne s'arrêta pas, l'air étrangement préoccupé, comme s'il portait une pensée trop fragile pour la conversation. Miss Marple reprit son chemin, suivant le chemin de traverse où la haie s'abaisse. Près du tournant menant à la maison Bartlett, elle s'arrêta. La fenêtre du haut brillait faiblement à travers le brouillard, non pas d'une lumière constante, mais du rythme vacillant d'une flamme de bougie. Quelqu'un était là, quelqu'un qui n'avait pas encore fait la paix avec la nuit. Dans sa chaumière, elle alluma sa propre lampe et s'adonna au doux rituel qui apaisait ses pensées. La théière rincée, le feu allumé, son carnet ouvert sur une page blanche. Elle n'écrivait jamais de conclusion, seulement des fragments,
Des gestes, des hésitations, des phrases irréfléchies que les gens croyaient passer inaperçues. Ce soir, elle ajoutait la vérité effrayante de Nancy. Pont surveillé par les écrivains. Argent manquant. Dette inachevée. Une pause, puis une autre ligne. Pardonnez-moi, mais je devais voir qui. Un coup frappé la fit sursauter. C'était encore le sergent Cray, le visage rouge de froid. « Vous allez croire que je vous hante, Miss Marple, » dit-il avec un sourire d'excuse. « L'inspecteur Prowse de Melchester est là. Il n'est pas du genre à bavarder, mais il m'a demandé de vous emmener. Il dit qu'il apprécierait votre avis sur un sujet. » L'inspecteur, lorsqu'elle le rencontra au bureau du gendarme, était un homme soigné, aux cheveux gris, aux yeux brillants comme des boutons. Sur le bureau devant lui se trouvait le sac à main de la défunte, le reçu de l'œillet et une petite photo craquelée d'un jeune soldat. « J'ai trouvé ça dans la doublure, » dit-il. Pas de nom dessus. Il pensait que vous le reconnaîtriez peut-être. Miss Marple se pencha. Le visage était sérieux, presque enfantin, avec cette légère raideur d'expression propre aux hommes qui croient que la décence peut les protéger du malheur. « C'est peut-être son mari, » dit-elle doucement. « Mais si c'est le cas, c'est une vieille photo. » Avant que l'amertume ne s'installe, elle passa un doigt ganté près du coin de la photo, où de légères traces suggéraient qu'elle avait été souvent manipulée. « L'amour, » murmura-t-elle, « dure plus longtemps que le pardon. » L'inspecteur Prowse l'observa avec curiosité. « Vous pensez qu'elle est revenue pour une affaire personnelle et non financière ?»« Je crois, » répondit Miss Marple, « que l'argent et l'affection sont intimement liés depuis longtemps. La plupart des querelles entre les deux se terminent par une tombe. » Sa remarque discrète sembla le déstabiliser plus qu'une simple théorie ne l'aurait fait. Il changea brusquement de sujet. Autre chose. Le locataire de la résidence Bartlett, M. Redfield, prétend n'avoir jamais rencontré la défunte. Pourtant, le billet de train suggère qu'elle venait directement de son quartier londonien. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Miss Marple esquissa un léger sourire. Les coïncidences sont comme les champignons, inspecteur. Certaines sont comestibles, mais la plupart sont vénéneuses. Le lendemain matin, un soleil éclatant, d'une gaieté trompeuse, apporta son éclat. Miss Marple fit sa promenade habituelle devant la porte Bartlett, où M. Redfield était penché sur une machine à écrire, posée sur la table du jardin, tapant du doigt avec l'irritation absorbée d'un homme interrompu par ses propres pensées. Il leva les yeux à son passage. « Terrible affaire, tout cela, » dit-il avec un sourire forcé. Le village devait bourdonner comme un nid de guêpes. « En effet, » répondit aimablement Miss Marple, « les ragots, comme le chagrin, demandent à être racontés. Vous devez avoir du mal à gérer un tel bruit. » Il haussa les épaules. « Les écrivains vivent du bruit. Chaque tragédie est un thème potentiel, chaque murmure une inspiration. » Il hésita, les yeux plissés. « La connaissiez-vous bien ? » « Comme on connaît les conditions météorologiques, » dit Miss Marple. « On les observe, on s'y prépare, et on espère qu'elles se passeront sans dommage. » Son rire est bref, mais creux. Elle n'avait aucune raison de venir ici. On m'a dit qu'elle avait été malade. « Le cœur, peut-être ?» Miss Marple inclina la tête. « Oui, on meurt d'une crise cardiaque, mais pas toujours comme le décrivent les médecins. » Il cligna des yeux, incertain de sa plaisanterie, puis se retourna vers sa machine à écrire. Elle observa le mouvement de ses mains, vif, précis, mais avec un tremblement sous-jacent qui n'appartient pas à la créativité. En s'éloignant, elle croisa Madame Bartlett, qui remontait le chemin avec un panier de fleurs d'église. « Ah, mademoiselle Marple, vous n'allez pas le croire, le curé a trouvé une petite bourse glissée sous l'un des bancs. Il dit qu'elle a dû tomber pendant la cérémonie. Du velours noir, à l'ancienne. Rien dedans, à part un morceau de journal plié. » Elle baissa la voix. La Melchester Gazette, dans son édition de la semaine dernière, annonçait
La nécrologie d'un certain Edwin Briggs. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Son mari, murmura-t-elle. Comme c'est touchant qu'elle le porte encore, même dans les écrits. Mais son ton était chargé d'une autre dimension que la gouvernante ne perçut pas. Ce soir-là, tandis que les cloches de l'église sonnaient à nouveau, Miss Marple, assise près du feu, lisait le texte nécrologique à travers ses lunettes. Le texte était formel, sans fioriture, mais une phrase ressortait. Aucun parent proche n'a survécu. Ses lèvres se pincèrent pensivement. Le sac à main, la nécrologie, l'argent disparu, la supplique à moitié écrite. Ce n'étaient donc pas les gestes d'une femme fuyant son passé, mais ceux d'une femme qui s'apprêtait à l'affronter. On frappa doucement à sa fenêtre, puis, timidement, incertain. Miss Marple se retourna, s'attendant à voir le sergent Cray. Mais c'était Nancy, le visage pâle, les yeux écarquillés par la peur. « Il sait que je suis allé vous voir, » murmura la fille. « Il a dit que je parlais trop. S'il vous plaît, Miss Marple, ne le laissez pas faire. » Elle s'interrompit, jetant un regard craintif dans l'obscurité derrière le portail. Avant que Miss Marple ne puisse parler, la jeune fille avait de nouveau disparu, ses pas se perdant dans le vent qui se levait et balayait les haies, comme un avertissement. La flamme de la bougie vacillait. Miss Marple reste immobile, ses pensées s'agitent rapidement sous son expression sereine. Quelque part au loin, la cloche du mémorial de guerre émit un tintement accidentel, comme un souvenir réveillé trop tôt. L'écho de la cloche commémorative resta suspendu au vent longtemps après avoir cessé, et Miss Marple resta immobile un instant. Sa bougie s'éteignit, se rétablit et brûla d'une flamme plus régulière, tandis qu'elle traversait la pièce pour se diriger vers la fenêtre. Le chemin au-delà de son jardin était désert, mais un silence étrange régnait dans les haies, comme si quelque chose d'invisible venait de se retirer dans l'ombre. Elle guetta les pas, le souffle, le moindre vestige de la panique de la jeune fille. Aucun. Ce n'était pas de la peur que Miss Marple ressentait alors, mais une vieille et froide reconnaissance, cette tension singulière lorsqu'une contre-vérité commence à s'effondrer sous son propre poids. Elle resserra son châle et, au bout d'un moment, éteignit soigneusement la bougie. Certaines vérités préféraient l'obscurité pour mûrir. Le matin n'apporta ni réconfort ni clarté. Le sergent Cray arriva tôt, le chapeau de travers, et la patience déjà à bout. « La fille est partie, Miss Marple, » dit-il sans détour. « Elle n'est pas passée chez l'épicier. Son logement indique qu'elle a fait ses valises avant l'aube. J'ai laissé un mot de 2 mots seulement. Pardonnez-moi. » Le visage de Miss Marple restait calme, malgré un léger pli sur son front. L'avait-elle posté ou laissé derrière elle? Il l'a laissé sur la table. La même écriture que le morceau déchiré que tu as trouvé. Il fronça les sourcils et ouvrit son carnet. L'inspectrice Prowse pense qu'elle a peur pour sa conscience. Je crois que quelqu'un l'a effrayée pour sa conscience. Miss Marple le regarda avec douceur. Dans les villages, sergent, on a rarement besoin de la force pour susciter la peur. La désapprobation suffit. Tandis qu'il partait, promettant d'explorer les routes avoisinantes, elle s'attarda à la fenêtre, regardant le givre fondre en minces filets le long du mur de pierre. Pardon, répéta le mot, mais à qui s'adressait-il? Pas à elle, sûrement. Le motif qui se formait dans les pensées de Miss Marple commençait à ressembler à ces motifs, aux crochets complexes qu'elle utilisait pour créer des motifs délicats, trompeurs, avec un fil invisible reliant l'ensemble. En fin d'après-midi, la nouvelle s'était répandue que la petite valise de Nancy avait été découverte près de la voie ferrée, mais pas la jeune fille elle-même. À l'intérieur se trouvaient 2 objets, un peigne et une enveloppe déchirée, marquée à l'encre délavée, pour MLB. Les initiales étaient identiques à celles du sac à main de la défunte. La voix du sergent Cray tremblait légèrement lorsqu'il raconta à Miss Marple.
Coïncidence possible, bien sûr, dit-il, même s'il n'y croyait pas. Le plus drôle, c'est que l'adresse sur l'enveloppe avait été griffonnée, plus qu'une tache d'encre. Miss Marple toucha délicatement l'enveloppe lorsqu'il la posa sur sa table. « Étrange, » murmura-t-elle. « On détruit rarement ce qu'on veut oublier, seulement ce qui pourrait encore nous accuser. » Ce soir-là, elle assiste au cercle biblique du vicaire, bien que ses pensées fussent ailleurs. La lecture du vicaire était tirée de Corinthiens. L'amour ne se réjouit pas de l'iniquité, mais se réjouit de la vérité. Ironie du sort, pensa-t-elle. Autour d'elle, les dames de la paroisse murmurèrent leur assentiment, bien que leurs pensées fussent ailleurs, tournées vers la jeune fille disparue, la veuve morte, le mystère des deux. Madame Price Ridley se pencha vers Madame Bantry dans un murmure ondoyant comme de la dentelle. On la voyait parler à cet écrivain, vous savez. Peut-être se prenait-elle pour un récit. Madame Bantry répondit « Alors, elle en est un maintenant, la pauvre. » Après la cérémonie, Miss Marple rentre seule chez elle. La nuit était devenue fragile, la lune aussi vive que du verre. Près de la porte Bartlett, elle s'arrêta de nouveau. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur derrière les rideaux tirés. Elle frappa une fois, poliment. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit prudemment. Le visage de M. Redfield était pâle, irritable et mal rasé. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'un ton sec, « vous choisissez vos horaires. »« Seulement ceux que les autres négligent, » répondit-elle doucement. « Pardonnez-moi cette intrusion. Je pensais que vous auriez peut-être vu la fille. » Nancy, elle a disparu. Ses yeux se sont détournés trop vite. La police a déjà posé la question. Je leur ai tout raconté. Je l'ai vue 1 ou 2 fois au magasin. Rien de plus. En effet, dit doucement Miss Marple. Pourtant, elle semblait plutôt effrayée par vous hier soir. Il se raidit. C'est absurde. Il essaya de sourire, mais son sourire vacilla. Les écrivains mettent les gens mal à l'aise. Nous remarquons les choses. Nous les décrivons. Cela ne veut pas dire que nous en sommes la cause. Miss Marple inclina la tête comme pour admettre sa position. Tout à fait. Observer peut être dangereux. Cependant, surtout lorsqu'on est observé en retour. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle reculait déjà, son châle serré contre elle, le pas léger. La porte se referma brusquement derrière elle. Elle entendit le bruit d'un verrou serré. De retour chez elle, elle s'assit de nouveau près de sa fenêtre, observant le givre se propager sur la vitre. Ses pensées se tournèrent vers le sac retrouvé à l'église, la nécrologie qu'il contenait, la somme d'argent retirée mais jamais utilisée, une restitution destinée à quelqu'un, une lettre de pardon jamais délivrée. Et maintenant, une nouvelle disparition. Elle sentait que le motif ne s'élargissait pas, il se resserrait, tirant ses fils vers l'intérieur, vers le même petit cœur silencieux de culpabilité. Elle se leva et sortit de son tiroir un bout de papier, un vieil horaire de train de la ligne Paddington. Sur ses colonnes bien alignées, elle nota quelques notes au crayon heure d'arrivée, heure du décès, heure de la découverte. 3 heures entre les deux, assez pour une confession, une course, une trahison. Son crayon marque une pause, puis elle écrit un nom en haut et l'encercla une fois, légèrement. Un coup soudain la fit sursauter, d'un ton vif, officiel et insistant. Elle ouvrit la porte et trouva l'inspecteur Prowse sur le pas de sa porte, son chapeau luisant de givre. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il doucement. « Vous feriez mieux de venir. » À la lumière de sa lanterne, le givre scintillait comme de la poudre de verre le long du chemin. Ils marchaient ensemble sans un mot, leur souffle s'élevant en petits nuages. Arrivée au pont, Miss Marple vit aussitôt ce qui l'attendait en dessous, une forme sombre prise dans les roseaux,
un tissu pâle flottant au courant comme un drapeau de reddition. La cape de la jeune fille. L'inspecteur se détourna à voix basse. On la fera sortir bien assez tôt. Miss Marple ne répondit pas. Son regard s'attarda sur l'eau, là où le courant avait accroché un morceau de tissu blanc, ou peut-être un pétale, dérivant en aval, avant de disparaître sous l'arche. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut presque pour elle-même. « Le pardon, dit-elle doucement, est un mot trop souvent écrit et trop rarement compris. » Le murmure de l'eau sous le pont persista longtemps après l'arrivée des hommes de l'inspecteur. Les lanternes oscillaient, leurs reflets tremblant sur le courant comme des consciences inquiètes. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, les mains jointes devant elle, les yeux mi-clos contre les rayons violents. Ils retirèrent le manteau, d'abord trempé, lourd, la couleur lessivée par le courant. Puis quelque chose de plus petit, presque oublié, une chaussure, taille enfant, bien que bien raccommodée et fine. L'inspecteur fronça les sourcils. « Pas le sien, » murmura-t-il. « Trop petit. » Et pourtant le regard de Miss Marple suit la chaussure posée à côté de la cape. « Non, » dit-elle doucement, « pas la sienne. » Mais elle l'emportait avec elle. On garde souvent des souvenirs de ce qu'on a perdu. Le vent tourna, apportant une odeur de terre humide et une légère touche métallique. Les roseaux murmuraient comme des voix cherchant à se souvenir. À l'aube, le pont était désert. Le corps avait été transporté à la salle du presbytère, plus discrète que le pub et plus facile à supporter pour le village. Miss Marple rentra chez elle à pas lents, les chaussures humides de rosée, ses pensées traçant des chemins moins visibles. Le ciel était d'un gris pâle, couleur de résignation. Quelque part, un coq chanta tard, comme un homme se réveillant trop tôt d'un mauvais rêve. Plus tard dans la matinée, le sergent Cray est revenu, l'air plus épuisé qu'auparavant. « C'est elle, » dit-il d'une voix lourde, posant son chapeau sur la table. « Nancy. Noyée. Aucune trace de lutte. Le médecin dit qu'elle était morte plusieurs heures avant qu'on la trouve. Prowse pense qu'elle s'est enfuie et a glissé dans le noir. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement tandis qu'elle écoutait. « Une obscurité bien commode, sergent, » murmura-t-elle. « Une obscurité qui cache trop de choses et explique trop peu. » Il hésita, puis ajouta « Il y a autre chose. L'écrivain M. Redfield est venu nous voir plus tôt. Il a dit que la jeune fille le faisait chanter. Il prétend avoir trouvé des lettres appartenant à la défunte, Madame Briggs. Il a menacé de les montrer à la police s'il ne la payait pas pour qu'elle garde le silence. » Miss Marple n'a pas levé les yeux. « Et a-t-il payé ?»« Non, » dit Cray d'un ton sombre. « Il dit avoir refusé. Mais c'était peut-être un mensonge pour ne pas mentionner son nom. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. Ou peut-être avait-il dit la vérité dans le mauvais ordre. Le sergent Cray cligna des yeux. « Que voulez-vous dire, madame ? Parfois, un refus arrive trop tard pour avoir de l'importance, » répondit-elle. « Quand la culpabilité change de main, elle voyage rarement seule. » Après son départ, Miss Marple plia soigneusement son tricot, le mit de côté et se leva, l'air de quelqu'un qui se souvenait d'une vieille commission. Elle se rendit d'abord dans la salle du presbytère. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés et la femme du pasteur se déplaçait doucement entre les bancs avec la grâce solennelle du devoir. « Vous désirez la voir ?» demanda-t-elle dans un murmure. Miss Marple acquiesça. Le visage de Nancy était pâle sur le linge, la tension disparut. La mort lui avait apporté un calme terrible, comme si sa peur avait enfin trouvé un refuge. Miss Marple toucha le bord du tissu, puis baissa les yeux. Au poignet de la jeune fille, à moitié dissimulée par la manche, se trouvait une légère cicatrice circulaire, ancienne, semblable à une brûlure. C'était un détail, facile à manquer. Pourtant, cela rappelait quelque chose que le médecin avait dit de Madame Briggs, une marque similaire,
même endroit, même forme. Miss Marple retient son souffle. Après tout, les cicatrices peuvent être héritées aussi sûrement que les secrets. Dehors, la cloche de l'église sonna l'heure. Elle se dirigea vers la place où les villageois étaient déjà rassemblés en groupes anxieux. Les ragots s'étaient avivés pendant la nuit. La pitié s'était muée en suspicion. Madame Price Ridley déclarait avec délectation que le genre d'écrivain était toujours malsain, tandis que Madame Bantry le défendait par pure opposition. « Il finance la caisse de l'église, vous savez, » insista-t-elle. « Un homme qui finance la réparation des orgues ne peut pas être entièrement méchant. » Mademoiselle Marple sourit intérieurement. La moralité à St. Mary Mead était souvent évaluée au prix des dons. Chez l'épicier, l'étagère vide où Nancy se tenait derrière la caisse était drapée d'un ruban noir. M. Hargreaves marmonna quelque chose à propos de loyauté et de chagrin, mais son regard se porta nerveusement vers la porte chaque fois qu'elle s'ouvrit. Miss Marple acheta un petit sachet de sucre dont elle n'avait pas besoin et demanda, de son ton le plus doux, si Nancy avait déjà reçu du courrier à la boutique. Il hésita, puis hocha la tête. Une ou deux. Enveloppe marron. Cachet de la poste de Londres. Arrivé régulièrement pendant 1 mois ou plus. Jamais dit de qui. En partant, elle croisa l'inspecteur Prowse qui descendait le chemin à grands pas, le col de son manteau relevé face au vent. « Nous avons fouillé la maison des Bartlett », dit-il brièvement. Elle trouva un tiroir verrouillé dans le bureau de Redfield. Il contenait une vieille photo, celle du même soldat que dans le sac de la veuve, mais celle-ci porte au dos l'inscription « À ma sœur, avec affection, E.B. » C'est l'écriture d'Edwin Briggs, selon son testament. « Ma sœur », répéta doucement Miss Marple, comme c'était inattendu. Je la croyais fille unique. Prowse grimaça. Tout le monde fait la même chose. Il semblerait que notre veuve est un parent secret, ou peut-être un imposteur. Il s'arrêta, observant son expression. Tu as l'air d'une femme qui a déjà deviné plus qu'elle n'en dit. Miss Marple sourit faiblement. On essaie de ne jamais devenir inspecteur. On essaie seulement de se rappeler ce qu'on a déjà vu et ce que d'autres ont préféré ignorer. L'inspectrice fronça les sourcils, incertaine, et se dirigea vers le poste. Elle le regarda partir, son esprit tournant en rond autour du mot « inscrit » au dos de la photo. Un mot insignifiant, facilement ignoré, mais capable de ruiner la réputation de toute une vie. Lorsqu'elle arriva à son cottage, le crépuscule recommençait à tomber. La brume revenait, ondulant le long des chemins, comme attirée par la gravité des secrets. Miss Marple se tenait près de son foyer, les flammes lui peignant le visage d'un or doux. Sur la table devant elle se trouvait l'enveloppe pour MLB, la photographie et le fragment contenant sa requête inachevée. 3 fragments, 3 échos d'une même douleur. Son regard se porta vers la fenêtre, où le givre formait à nouveau une délicate dentelle qui obscurcissait la vue. Cela lui rappela une phrase de Madame Bartlett le lendemain du premier décès. Elle disait toujours qu'elle reviendrait pour arranger les choses. Miss Marple se retourna vers la table, l'air pensif. « Et peut-être, » murmura-t-elle, « était-ce le cas ?» Le vent fit alors claquer les volets, un bruit sec et aigu qui aurait pu être le village lui-même, murmurant sa reconnaissance réticente. Le murmure sec du vent au volet s'éteignit, laissant place au léger crépitement du feu. Miss Marple resta immobile quelques instants, le délicat motif de givre sur la fenêtre se reflétant dans ses yeux. Les motifs étaient beaux mais trompeurs, comme des souvenirs humains, chaque ligne modelée par une chaleur autrefois présente et désormais disparue. Elle rapprocha son châle et s'assit, disposant les fragments sur la table, la photo, l'enveloppe, le mot déchiré. À la lumière de la lampe, il formait une constellation silencieuse de chagrin. Dehors, le chemin était désert, à l'exception du faisceau d'une lanterne.
Elle reconnut le rythme régulier des pas, officiel, légèrement las. Encore le sergent Cray. Il frappa à la porte avant d'entrer, apportant avec lui une bouffée d'air froid et une odeur de laine mouillée. « Bonsoir, Miss Marple. Désolé de vous déranger si tard. L'inspecteur est à Melchester ce soir, mais j'ai pensé que vous voudriez l'entendre. Nous avons confirmé que l'écriture des lettres reçues par Nancy correspondait à celle de Madame Briggs. Il hésite. Il semble que la veuve lui écrivait depuis des mois. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple reposent sur ses genoux. Comme c'est étrange, dit-elle doucement. On écrit au vivant, mais les siennes étaient adressées à un inconnu qui portait ses yeux. Cray se tortilla maladroitement. Ses yeux. Oui, sergent, dit Miss Marple d'une voix calme. Je les ai vus immédiatement. La même nuance, le même regard étonné sur le monde, comme si toute gentillesse pouvait encore se révéler un piège. Cray fronça les sourcils. Tu crois qu'ils étaient apparentés? Je pense qu'ils partageaient plus qu'une simple ressemblance, répondit-elle, même si la direction de cette affirmation reste à déterminer. Elle se leva et alla vers la cheminée, ajustant une petite photo encadrée de son propre neveu. Le sang, murmura-t-elle, c'est comme l'encre qui se colore lorsqu'on la presse. Le sergent s'éclaircit la gorge. Nous avons également trouvé ceci, glissé dans la poche du manteau de la jeune fille. Il lui tendit un morceau de papier plié, humide et flou, mais suffisamment lisible. On pouvait y lire. Il a dit que cela n'aurait jamais dû arriver. Mais j'ai vu son visage. Je sais qui elle était. L'expression de mademoiselle Marple resta inchangée. Pourtant ses doigts s'arrêtèrent brièvement sur le bord du mot. « Il, ça, répéta-t-elle. Monsieur Redfield, peut-être. » Cray hocha la tête. « C'est ce que nous pensions. L'inspecteur compte le réinterroger demain. Et l'ordonnance du coroner pour l'exhumation des restes d'Edwin Briggs laisse penser qu'il y a des raisons de soupçonner autre chose qu'une insuffisance cardiaque. » Après son départ, le cottage lui parut plus petit, comme si la pensée elle-même occupait l'espace. Miss Marple retourna à sa chaise et laissa son esprit vagabonder à travers les années qui avaient défaçonné une telle toile. La mort d'un mari, la disparition d'une femme, la mort d'une jeune fille sont des événements respectables pris isolément, mais ensemble. Ils formaient une histoire que le village préférait taire. Elle regarda à nouveau le mot déchiré. Je sais qui elle était. Ces mots étaient aussi empreints de pitié que d'accusation. Au matin, le givre avait durci comme du verre sur l'étang, et l'air était imprégné de cette clarté pure et impitoyable qui suit le deuil. Miss Marple se rend à la poste, soi-disant pour envoyer une lettre à son neveu à Londres, mais surtout pour surprendre les murmures de la journée. Ils ne la décevront pas. Mrs. Price Ridley était là, la voix basse, jusqu'à sa plus vive douceur. L'écrivain est parti, vous savez. J'ai pris le train de bonne heure. Je ne pouvais plus supporter une question. Mrs. Bantry, triant des timbres, soupira. Tout cela était bien tragique. Pourtant, on ne peut pas le blâmer entièrement. Il y a toujours des problèmes avec ces femmes. La postière, une femme simple mais perspicace, ne dit rien. Son silence était une opinion en soi. Miss Marple les remercia, posa son enveloppe vide et se dirigea vers le jardin. La maison Bartlett était baignée par le soleil hivernal, les volets clos, le jardin gelé. Un merle jaillit de la haie, la surprenant légèrement, et elle remarqua quelque chose qui brillait sous sa petite clé, ternie, l'étiquette portant à peine l'adresse de Melchester Bank, box 17. Elle se baissa pour la ramasser, l'air pensif. « C'est donc là, » murmura-t-elle, « que le fantôme gardait son trésor. » Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère pour y déposer un panier de pommes, une excuse polie, pour demander conseil au vicaire. Il la reçut avec bienveillance, malgré ses yeux fatigués. « Nous avons reçu des demandes de Londres, » dit-il, au sujet d'une femme nommée Lillian Briggs, qui demandait si elle avait sollicité une guidance spirituelle ici.
Plutôt étrange. Il s'agissait d'une association caritative, dit-on. Quelque chose à propos de bienfaisance posthume. Mademoiselle Marple écouta avec un intérêt poli, mais ne fit aucun commentaire. La charité, songea-elle, était souvent le plus doux déguisement pour une restitution. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta de nouveau près du pont. L'eau avait ralenti sous une fragile couche de glace. Les roseaux murmuraient faiblement dans le vent, et à travers leurs mouvements, elle aperçut un scintillement de pétales blancs, un bout de papier. Elle s'agenouilla, tendit le bout de son parapluie et le rapprocha. C'était le coin d'une lettre, l'écriture faible mais familière. « Je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Il faut qu'il le sache avant de mourir. » Le reste avait disparu. Elle resta un moment, immobile, le fragment tremblant dans sa main gantée. Le pont, le mot, la cicatrice de la jeune fille, le pardon de la veuve. Tout cela faisait partie d'une confession trop longtemps retenue. Et quelque part dans cette confession, elle percevait la différence entre remords et vengeance. La lumière déclinait lorsqu'elle retourna dans son jardin. La neige menaçait, de petits flocons scintillant comme de la cendre dans l'air. Elle posa le papier à côté des autres, sur sa table, alignant chaque coin avec une précision silencieuse. Le tableau était presque entier, mais les bords refusaient de se rejoindre. Au loin, un chien aboya, puis un autre, plus près de l'allée Bartlett. Miss Marple leva les yeux, tendant l'oreille. Les chiens de St. Mary Mead n'aboient que pour les étrangers, et les étrangers étaient devenus rares depuis le retour de la veuve de minuit. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda à travers la vitre. Un homme se tenait près de la haie, près de son portail, le col de son manteau relevé, sa silhouette soulignée par la faible lumière de l'allée. Même dans le crépuscule, elle le reconnut, l'écrivain Redfield. Il resta immobile, regardant par la fenêtre, le givre blanchissant ses cheveux comme une neige précoce. Lorsqu'enfin il se retourna et disparut dans le brouillard, Miss Marple laissa échapper un léger souffle qu'elle n'avait pas remarqué retenir. Son regard se posa à nouveau sur la photo du jeune soldat. « Sœur », murmura-t-elle, presque tendrement. « Ou peut-être les deux. » Le feu crépita, troublant le silence. Dehors, le vent se leva de nouveau, porteur d'une odeur de fumée de bois et d'un vieux regret, peut-être, qui retrouvait enfin sa voix. Le léger parfum de fumée persista longtemps après que le brouillard eut englouti la silhouette de M. Redfield. Miss Marple resta près de la fenêtre, les doigts posés sur le rebord. La lumière de la lampe projetant son reflet contre la vitre sombre. Un instant, elle observa ce reflet, un visage âgé, doux et inoffensif, mais capable de percer les déguisements des autres. Elle se détourna enfin, éteignit la lampe et s'assit de nouveau près du feu. Le crépitement des bûches résonnait plus fort, telle une lente révélation. Elle dormit peu. À l'aube, les premières neiges avaient commencé à tomber, de fins flocons incertains qui fondent en touchant le sol. Sous ces flocons, St. Mary Mead paraissait presque innocent, comme s'il cherchait à oublier. Pourtant, l'innocence, songea Miss Marple, n'était guère plus qu'une façade soignée. Sous la blancheur, le sol restait le même. On frappa à la porte peu après le petit déjeuner. Madame Bartlett se tenait là, enveloppée dans un épais châle, son souffle perçant dans l'air froid. « Vous allez me trouver ridicule, Miss Marple, mais je n'arrive pas à trouver le repos. Cet écrivain, M. Redfield, est parti, paraît-il. Il est parti avant le retour de la police. L'agent m'a dit que sa machine à écrire avait disparu. Et maintenant, on a retrouvé la porte de l'église déverrouillée. Je ne supporte pas l'idée de nouveaux troubles. » Miss Marple l'écouta en silence, la faisant entrer. « Asseyez-vous, ma chère. Réchauffez-vous. » Elle servit du thé pendant que Madame Bartlett jouait avec ses gants. « C'est horrible, voilà ce que c'est.
poursuivit la gouvernante. Toute cette mort, et maintenant cette intrusion, et cette pauvre fille dont je n'arrive pas à me débarrasser. Elle n'était pas horrible, juste effrayée. La peur, dit doucement Miss Marple, peut ressembler à un péché pour ceux qui ne l'ont jamais ressenti. Elle posa la théière et fixa Madame Bartlett d'un air vaguement curieux. « Racontez-moi, la nuit où vous avez vu la veuve près du monument aux morts, vous avez dit qu'elle s'était arrêtée, comme si elle attendait. Avez-vous remarqué quelqu'un d'autre à proximité ?» Madame Bartlett hésita. « Eh bien, maintenant que vous le dites, j'ai bien entendu quelque chose, comme une porte de voiture qui se fermait. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait que du brouillard. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous ne pensez pas que quelqu'un l'a attirée là ?» Miss Marple sourit faiblement. Peut-être pas séduite, peut-être comblée. Les promesses, Madame Bartlett, ont une curieuse demi-vie. Elles se dégradent, mais pourtant, elles restent puissantes. Après son départ, Miss Marple se dirigea vers l'église. La neige s'était épaissie en un fin voile qui adoucissait chaque contour. Elle trouva la porte ouverte, la serrure grinçant comme si elle avait été forcée. À l'intérieur, l'air était frais et légèrement parfumé à la cire de bougie. Une seule empreinte de pas marquait la couche de givre qui s'était accumulée dans les chaussures d'un homme aux semelles étroites, légèrement tournées vers l'intérieur. Elle la suivit jusqu'au premier banc, où scintillait au sol un petit briquet en argent, gravé JR. « Insouciance ?» murmura-t-elle en le rangeant délicatement dans sa poche. Ou un signal laissé pour l'œil droit. Un bruissement soudain s'éleva de la sacristie. Miss Marple se retourna brusquement. La femme du pasteur émergea, portant un coffret de cantiques. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait sursauter. Je vous croyais de la police. La police préfère arriver en groupe, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « Vous êtes là en avance. Je suis venu ranger les bougies de la veille, » expliqua la femme du pasteur. Étrange, n'en avait-il pas une qui brûlait encore à mon arrivée? Je croyais les avoir toutes éteintes après la messe. Le regard de Miss Marple se posa sur le chandelier en laiton de l'autel. La cire avait coulé dans deux directions, comme si elle avait bougé tout en étant molle. « Oui, » dit-elle doucement, assez étrangement. « Le feu ne ment jamais, vous savez. Il se souvient toujours d'où vient la chaleur. » Elle s'attarda après le départ de la femme du pasteur, ses pensées tournant autour de l'énigme grandissante. Le briquet, la bougie, la porte déverrouillée étaient autant de signes du retour de quelqu'un sur les lieux, non pas pour détruire des preuves, mais pour s'assurer que quelque chose soit vu, ou peut-être que quelque chose ne l'a pas été. À midi, la neige s'était transformée en grésil. Le sergent Cray la rejoignit sur le chemin, les bottes éclaboussées de boue, l'air sombre. Ils ont apporté les rapports de laboratoire, Mademoiselle Marple. L'exhumation est terminée. Edwin Briggs a été empoisonné à l'arsenic. Lentement, prudemment, pendant des semaines. Le docteur Haley a signé lui-même la déclaration sous serment. Celui qui a fait ça connaissait sa chimie. Miss Marple inclina la tête. En effet, la frontière entre affection et patience est parfois plus ténue qu'on ne le pense. L'inspecteur est furieux, poursuivit Cray. Il dit que la veuve devrait savoir. Peut-être est-elle revenue pour avouer, ou accuser. Quoi qu'il en soit, ça lui a coûté cher. Et la fille ? Il grimaça. Toujours aucune preuve contre Redfield, mais il est parti. Il avait laissé un mot à son logement. Le passé s'expliquera, plutôt théâtral à mon avis. Les écrivains appréciant les fins nettes, murmura Miss Marple. La vraie vie s'y plie rarement. Ils se séparèrent au carrefour. Miss Marple continua vers le pré, où la neige grisonnant déjà sous ses pieds. Des enfants essayaient de faire un petit bonhomme de neige, leur rire trop fort pour l'ambiance du jour. Elle les observa brièvement, puis remarqua quelque chose à moitié enterré près de la haie, un objet métallique fin. Elle se pencha et enleva la neige fondue.
c'était un porte-clés, avec 2 petites clés attachées, l'une ordinaire, l'autre estampillée « Banque 17 ». Un léger sourire effleura ses lèvres. « Ah !» dit-elle doucement. La serrure attend toujours sa confession. Ce soir-là, elle s'assit de nouveau près du feu, la neige fondue tapotant doucement la fenêtre. Sur la table, les clés étaient déposées à côté du briquet, formant un duo improbable accès et flamme, secret et révélation. Elle se servit un petit verre de sherry et regarda les reflets trembler dans le verre. Quelque part à Melchester, un coffre fort attendait de parler. Et quoi qu'il dise, elle le savait, cela ne s'expliquerait pas seulement un décès, mais révélerait une loyauté qui allait au-delà du pardon. Une braise s'effondra dans l'âtre avec un léger sifflement, projetant des étincelles qui s'éteignirent avant d'atteindre le tapis. Miss Marple la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis elle murmura, presque distraitement, « On meurt par culpabilité, mais on tue par amour. » Les mots restèrent là, silencieux mais certains, comme si la pièce elle-même avait acquiescé. La faible lueur des braises se réduisit en cendres lorsque Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. Derrière la vitre givrée, la neige fondue s'était transformée en neige, tombant silencieusement sur les toits de St. Mary Mead. C'était ce silence particulier aux nuits d'hiver, beau, presque sacré, et pourtant trop obscur. Elle tira le rideau et se tourna vers la petite table où les clés et le briquet étaient bas posés côte à côte. Il lui semblait comme les 2 moitiés d'une phrase, une phrase qui n'attendait qu'à être achevée. Le lendemain matin, elle s'habilla plus tôt que d'habitude, attachant sa broche avec une précision discrète et choisissant un chapeau plus sombre que d'habitude. À 9h30, elle apparut au presbytère, où le sergent Cray et l'inspecteur Prowse discutaient autour d'une tasse de thé. L'inspecteur était vif, mais son regard trahissait la fatigue. « Nous avons télégraphié à la Melchester Bank », dit-il sans préambule. « Ils nous autoriseront à ouvrir le coffre cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Marple. C'est une affaire de police maintenant. » Miss Marple sourit doucement. « Tout à fait, inspecteur. Mais peut-être, étant déjà mêlé au ragot du village, puis-je servir de témoin? La vérité, lorsqu'elle éclate, préfère souvent un visage familier. » Prowse hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Très bien. Mais seulement en tant qu'observateur. » À midi, ils étaient installés dans le bureau du directeur de la Melchester Bank, une pièce étroite tapissée de registres qui sentait vaguement l'encre et le cirage. Le directeur lui-même, un homme nerveux avec un pince-nez, ouvrit le coffre avec une grande cérémonie. Lorsque le coffre fut sorti, Miss Marple remarqua le numéro 17 gravé sur le côté, dont les bords étaient usés par des années de manipulation. À l'intérieur se trouvait une petite liasse de papier nouée d'un ruban délavé et en dessous, une fine pochette en velours. Prowse dénoua le ruban et en déposa soigneusement le contenu sur la table. Il y avait plusieurs lettres, le papier fragilisé par le temps et un document officiel portant le sceau d'un notaire. Un testament révisé, marmonna-t-il. Daté d'il y a 10 ans. Il lègue la propriété des Briggs, non pas à son mari, mais à une certaine Margaret Lane Bartlett. Il leva brusquement les yeux. Madame Bartlett, la gouvernante du vicaire. Miss Marple haussa légèrement les sourcils, mais son ton resta calme. Ah, ainsi, la restitution était bien sa mission. Restitution? Prowse répéta. « Oui, dit doucement Miss Marple. Tous les pardons ne sont pas divins, inspecteur. Certains arrivent tard, portés par des mains tremblantes. » Il fronça les sourcils, mais continua d'examiner les documents. Une des lettres attira l'attention de Miss Marple, écrite d'une écriture féminine gracieuse et adressée simplement à ma chère enfant. Elle comprit d'un coup d'œil qu'il ne s'agissait
ni d'une confession, ni d'une lettre d'amour, mais d'une tendre explication. Quelques lignes, brouillées par l'humidité, évoquent le regret, les promesses rompues, un secret longtemps gardé pour autrui. Elle ne lut plus l'intimité, même dans la mort, avait sa dignité. Prowse se tourna ensuite vers la pochette en velours. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une bague sertie d'un grenat mat, un billet de train neuf de Melchester à Paddington et une petite bouteille, étiquetée tonique, dont le contenu était indéniablement cristallin. Il la souleva entre le pouce et l'index. « De l'arsenic », dit-il d'un ton grave, « assez pour tuer une douzaine d'hommes. » Elle garda donc l'épreuve. Le regard de Miss Marple était lointain. Peut-être avait-elle l'intention de le détruire ou de le remettre à celui qui l'avait utilisé, afin qu'il puisse enfin affronter ses actes. Prowse eut un petit rire. « Tu parles de son mari ?» Mais il était déjà mort. « En effet, » murmura-t-elle, « et pourtant les morts portent rarement toute la culpabilité. » À leur retour à St. Mary Mead, le village était en émoi. La nouvelle s'était déjà répandue, non pas sur la substance de la découverte, mais sur ses implications. On vit Madame Price Ridley discuter avec l'épicier avec sérieux, tandis que Madame Bantry déclarait d'un ton juste que certaines gouvernantes en savaient plus qu'elles ne le laissaient paraître. Miss Marple se mêlait au bavardage comme on se déplace sans être dérangé par les feuilles mortes, observant chaque petit remous. Au presbytère, Madame Bartlett les attendait, le visage pâle, les mains si serrées que leurs jointures en blanchissaient. Prowse commença sans douceur. « Madame Bartlett, votre nom figure dans le testament de Madame Briggs. Le saviez-vous » Ses yeux s'écarquillèrent, véritablement confus. « Non, monsieur, je n'en avais pas la moindre idée. Je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis son départ. Pourquoi s'était-elle arrêtée, se couvrant la bouche? Oh mon Dieu, elle avait l'intention de me donner ce qu'elle me devait. » Miss Marple s'approcha d'une voix calme et posée. « Tu étais sa sœur, n'est-ce pas ?» La gouvernante avait l'air effondré. Personne n'était censé savoir. Elle s'était mariée au-dessus d'elle-même, voyez-vous. Et après cela, elle a fait semblant d'être sans famille. C'était plus gentil à l'époque. Sa voix tremblait. J'ai cru qu'elle m'avait oublié. Puis, quand elle est revenue, j'ai eu peur d'aller la voir. Je l'ai vue près du mémorial, mais je n'ai pas pu. Et maintenant, le ton de l'inspecteur s'adoucit. Vous n'avez rien fait de mal, Madame Bartlett. Miss Marple la regarda avec douceur. Peut-être pas, mais d'autres le firent, et quelqu'un craignit que son retour ne le révèle. Les yeux de la gouvernante se sont remplis de larmes. Elle m'a écrit le mois dernier. Elle m'a dit qu'elle voulait arranger les choses, qu'elle apportait des preuves. J'ai cru qu'elle parlait de pardon. Elle l'a fait, dit Miss Marple. Mais le pardon peut coûter cher à ceux qui ne l'ont jamais demandé. Tandis qu'il partait, la neige recommença à tomber, lourde maintenant, brouillant les contours des toits et des haies. Miss Marple s'arrêta près du portail, son souffle perceptible dans l'air froid. « Inspecteur, dit-elle doucement, quand la culpabilité est enfouie trop longtemps, elle prend racine. Elle lie ceux qui sont à proximité. Quelqu'un dans ce village a arrosé cette terre. » Il la regarda fixement. « Tu crois que le meurtrier est toujours là ?»« Je pense, répondit-elle, qu'il n'est jamais parti. » L'inspecteur suit son regard à travers la verdure jusqu'à la maison Bartlett, sombre sur fond de champs blanchis. Une fenêtre, isolée, scintillait faiblement à travers la neige, constante, vigilante, inflexible. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son regard s'était tourné vers l'intérieur, assemblant déjà les derniers fils. Entre parenté et tromperie, pressentait-elle, la dernière pièce attendait sagement d'être découverte. La neige se pressait contre les fenêtres de St. Mary Mead, comme si le village lui-même souhaitait étouffer ses secrets.
Miss Marple se tenait près du portail, les yeux fixés sur la faible lueur de la maison Bartlett, à travers la verdure. Le monde était devenu étrangement immobile, comme s'il retenait son souffle avant une confession. La neige tombait régulièrement, effaçant les traces de pas plus vite que la culpabilité ne pouvait les faire. Elle resserra son châle et se mit à marcher, le craquement sous ses chaussures étant le seul bruit. Lorsqu'elle frappa à la porte, elle s'ouvrit presque aussitôt. M. Redfield se tenait là, son manteau encore humide du voyage, les yeux cernés par la fatigue. « Je m'attendais à la police », dit-il doucement. « Mais bien sûr que ce serait vous. » Le ton de Miss Marple était doux. La police finit toujours par arriver. Mais parfois, il vaut mieux que la vérité éclate d'abord. Il lui fit signe d'entrer. La pièce sentait légèrement le tabac et l'encre. Un feu brûlait doucement dans la cheminée, éclairant la machine à écrire posée sur le bureau, dont le plateau était taché d'humidité, une page à moitié terminée encore en place. Elle remarqua la ligne sur laquelle il s'était arrêté. « Le pardon est une monnaie dangereuse. Vous écrivez avec une certaine perspicacité, Monsieur Redfield, dit-elle en s'approchant du feu. Mais je pense que vous le saviez bien, avant que vos histoires ne se vendent. Il s'est détourné. Tu es venu m'accuser. Je suis venu, répondit-elle doucement, pour comprendre ce qui est arrivé à deux femmes qui ont fait confiance au mauvais homme. Il rit amèrement. Et de quel homme s'agit-il? Vous pensez que je suis un meurtrier, peut-être? C'est ce qu'ils diront. La fille m'a fait chanter. Ils diront que la veuve m'a accusé. Mais qu'en dites-vous, Miss Marple? Elle l'observa un instant, puis parla avec une précision posée. Je dis que les deux femmes sont venues ici en quête de réconciliation, l'une avec des preuves, l'autre avec une conscience, et toutes deux ont trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour les faire taire. Ses épaules se raidirent. « Tu parles comme si tu savais. »« J'en sais assez, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas né à Redfield, n'est-ce pas? Tu es né, neveu de Briggs Edwin Briggs. L'écriture sur la photo du soldat était la tienne. Tu as été élevé sous son nom, éduqué par sa générosité, mais tu n'as pas pu hériter. Quand ta tante a découvert l'empoisonnement, elle est venue te voir. Et Nancy, la jeune fille, a découvert le lien par hasard. Sa mère a travaillé chez ton oncle. » Il se retourna brusquement, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de la douleur. Impossible à prouver. La preuve est un instrument contondant, disait Miss Marple. Mais comprendre cela est bien plus précis. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le feu crépitait. Puis il dit, presque doucement, « Tu crois que je l'ai tuée? » Ma tante, bien sûr, mais elle était déjà mourante. Je voulais juste qu'elle arrête. Elle a dit qu'elle irait voir la police, qu'elle gâcherait tout ce que j'avais construit. Je lui ai pris la bouteille des mains, et elle a trébuché, et tombé. C'était fini en quelques secondes. Il n'y avait pas eu de lutte, pas de plan. Mais quand je l'ai vue étendue là, j'ai su que cette histoire ne me croirait jamais. La voix de Miss Marple ne faiblit pas. « Et la fille ?» Il s'affala dans le fauteuil près de l'âtre, la confession lui coupant le souffle. Elle est arrivée ce soir-là, après l'enquête. Elle avait trouvé les lettres. Elle disait qu'elle trouvait que j'étais au courant de l'empoisonnement depuis des années. Elle voulait m'effrayer, me faire dire la vérité, je crois, mais je n'y arrivais pas. Elle s'est enfuie en courant vers le pont. J'étais d'accord avec elle. Elle a glissé. Je jure que... non. Il s'arrêta, ses mots se fondant dans le son de sa propre respiration. Miss Marple le regardait avec ce mélange particulier de pitié et de lucidité morale qui déstabilise si souvent les coupables. « On a rarement l'intention de tuer deux fois, » dit-elle doucement. Mais une fois commencée, la dissimulation engendre la nécessité. Il se couvre le visage de ses mains. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de réputation et d'héritage. Le nom de mon oncle signifiait tout.
Je pensais que si j'arrivais à bien écrire l'histoire, à la structurer correctement, je pourrais nous racheter tous les deux. Miss Marple s'approcha de la fenêtre, regardant la neige tomber. La vérité ne disparaît pas quand on l'ignore, Monsieur Redfield. Elle ne fait que s'apaiser jusqu'à ce que quelqu'un comme votre tante revienne pour l'entendre. Il leva brusquement les yeux. Tu leur diras. Ce n'est pas à moi de le dire, répondit-elle. Mais c'est à vous. L'inspecteur viendra, et vous pourrez encore choisir la fin que votre histoire mérite. Lorsqu'elle partit, la neige avait cessé. Les nuages s'étaient dissipés, révélant la première étoile pâle du soir. Derrière elle, une seule lumière continuait de briller dans la maison Bartlett, aussi stable qu'une veillée. Lorsque Miss Marple atteignit son portail, elle entendit déjà la cloche du presbytère appelant les vêpres. Son son résonna doucement dans le village, mesuré, calme et clément. Elle entra, retira ses gants et se servit une petite tasse de thé. Le sifflement de la bouilloire, le crépitement du feu, le léger bourdonnement de la radio, tout le quotidien reprenait ses droits après une tragédie, comme toujours à St. Mary Mead. Plus tard dans la semaine, la voiture de police arrive discrètement avant l'aube. Peu de gens au village la virent encore moins, en parlèrent par la suite. Madame Price Ridley prétendit n'avoir entendu qu'une porte se refermer assez fort, tandis que Madame Bantry affirmait que toute l'affaire avait été exagérée. En quelques jours, les rumeurs s'atténuèrent et deviennent plus rassurantes, un malentendu familial, un malheureux accident, le genre d'histoire qui se fondait parfaitement dans le silence paroissial. Lors de la messe du dimanche, Miss Marple était assise près du banc du fond, le regard fixé sur le laiton poli du monument aux morts. Les noms gravés y reflétaient la lumière du soleil matinal, et l'espace d'un instant, elle pensa à la veuve debout, là, à minuit, une fleur à la main, attendant une paix qui ne vint jamais. Le sermon du vicaire portait sur la miséricorde, cette vertu fragile si facilement confondue avec l'oubli. À la fin, l'assemblée se dispersa, parlant à voix basse du temps et des roses, qui risquent de ne pas survivre au gel. Miss Marple s'attarda encore un instant, levant les yeux vers les cierges de l'autel. Leurs flammes vacillaient faiblement, l'une plus courte que les autres. Elle sourit intérieurement, l'expression teintée de tristesse. Dehors, la neige fondait, révélant des parcelles de terre sombre sous la blancheur. Le cycle de dissimulation et de révélation se poursuivait, comme toujours. Le village retrouvait ses rituels, ses thés et ses comités, ses innombrables petites politesses, tout ce qui dissimulait, avec tant de grâce, sa capacité à nuire. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta pour regarder une fois de plus la maison Bartlett. Elle était désormais silencieuse, fermée et respectable. La neige sur son toit était propre et intacte. L'illusion de paix était totale. Elle tourna la clé dans sa serrure sans se presser. Il y aurait une lettre à écrire à son neveu, peut-être quelques retouches à faire. Après tout, la journée était comme toutes les autres. Pourtant, tandis qu'elle posait sa bouilloire sur le feu, ses pensées s'attardèrent brièvement sur l'œillet blanc de la veuve, celui qui avait fané sans jamais perdre son parfum. C'était, songea T.L., le symbole parfait de la nature humaine fragile, facilement meurtrie, mais portant en elle la trace tenace de la vérité.